Mon amie Rebecca et moi avons toutes les deux 27 ans et elle va se marier très prochainement avec son fiancé, Alex, un homme de 28 ans. Je crois qu'ils sont ensemble depuis environ 3 ans. Pendant un certain temps, honnêtement, je ne me suis vraiment jamais soucié de lui. Rebecca et moi ne nous sommes pas vus en personne depuis des années car nous habitons assez loin l'une de l'autre. Mais nous nous sommes rencontrés en ligne à l'adolescence et en personne quelques années plus tard. Quand Rebecca et Alex sortaient ensemble, je la voyais juste heureuse sur des photos Instagram et Facebook. Rien d'inhabituel et je n'ai certainement pas pensé à examiner sa présence sur les réseaux sociaux. Plus tôt cette année, Rebecca m'a envoyé un message pour me demander mon adresse car elle était en train d'envoyer les invitations de mariage. J'ai bien sûr accepté, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue et j'étais ravi pour elle. Mais ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti une envie de parcourir les réseaux sociaux d'Alex. Disons-le franchement, ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de lire. Je suis handicapé. Ce n'est pas que ça serait mieux si je ne l'étais pas, mais d'une certaine manière, ça pique un peu plus quand c'est personnel. Égoïste? Bien sûr. La nature humaine? Probablement. Je ne suis pas sûr de devoir ajouter un avertissement sur l'abléisme ici, alors je le fais maintenant. J'ai trouvé une vidéo d'Alex donnant une interview à un petit média, qualifiant les personnes handicapées de fardeux pour le pays et les contribuables. Il avait publié des messages se moquant des personnes bénéficiant d'allocations pour handicap. Il avait republié des choses sur le fait que la pauvreté était associée à un faible QI et que permettre aux riches de conserver leur argent pour pouvoir le transmettre à leurs enfants à fort QI était un plus pour la société. Que les aidants des personnes handicapées ne devraient pas être rémunérés car cela représente un fardeau inutile. Ouais. Alors, pour ne rien dire, je lui ai dit à Rebecca que j'avais vu le genre de choses qu'Alex disait à propos de ma communauté et que je ne voulais pas faire partie d'un mariage avec un mari qui considérait les gens comme moi comme des plaisanteries et des fardeaux pour la société. Je n'ai pas été agressive. Elle a accepté que je ne vienne pas, mais elle a soutenu qu'il pensait que les personnes ayant des handicaps avérés devraient recevoir de l'aide et qu'il ne parlait pas de tout le monde. Mais elle ne voulait pas argumenter et moi non plus. Bref, ils me bloquent tous les deux depuis plusieurs mois. Au début, j'ai pensé « oublie-la ». Sûrement, elle n'épouserait pas quelqu'un comme ça si elle n'était pas d'accord avec lui, même si elle n'a jamais exprimé de telles vues elle-même. Mais un sentiment lancinant me s'installe en moi. Les attitudes d'Alex envers les personnes handicapées doivent se refléter dans son traitement de quiconque il considère comme inférieur. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur que, si ce n'est pas déjà le cas, cela se retourne un jour contre elle. Si vous êtes handicapé, suite à un événement survenu plus tard dans votre vie, vous saurez qu'il peut être déclenché par n'importe quoi. Un traumatisme, un accident, un virus, une maladie, n'importe quoi à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, sans raison. Et si Rebecca devenait handicapée? Est-ce qu'il ferait se sentir comme un fardeau et un appauvrissement pour la société? Est-ce qu'il l'accuserait de gaspiller son argent? Et si l'un de leurs enfants naissait handicapé ou devenait handicapé? Elle vaut des enfants, je le sais. Et si l'attitude d'Alex envers les personnes handicapées n'était qu'un élément d'un puzzle très vaste et impitoyable? Je n'arrête pas de penser à la façon dont mon ami sera traité en étant marié à cet homme. L'unique interview télévisée qu'il ait donnée a laissé transparaître les vibrations les plus horribles et déplaisantes que j'ai vues d'un moment. Je sais qu'elle a mis fin à notre amitié, mais je me soucie toujours de Rebecca, et maintenant je suis inquiète pour elle. Peut-être que je suis une folle de m'inquiéter pour quelqu'un qui épouse volontairement un homme qui pense que je suis un fardeau pour la société, mais je ne suis pas du genre à arrêter de me soucier d'une amie de plus de 10 ans du jour au lendemain. J'en ai parlé à mon mari et j'ai plaisanté en disant que si je me présentais à son arrivée en fauteuil roulant, Alex me jetterait par la fenêtre d'un 2e étage pour gaspiller l'argent des contribuables. Il a dit qu'Alex avait l'air horrible, mais qu'il ne la connaissait pas assez pour savoir si elle était secrètement d'accord avec lui ou si c'était quelque chose de plus sinistre. Le fait est qu'après plus de 10 ans d'amitié, on pourrait penser que je le saurais, et je ne le sais pas. En résumé, mon ami de plus de 10 ans a mis fin à notre amitié parce que j'ai découvert les opinions de son fiancé sur les personnes handicapées et en tant que personne handicapée moi-même, je ne pouvais pas tout simplement assister au mariage de quelqu'un comme ça. Je commence à m'inquiéter pour elle, surtout si elle devient elle-même handicapée. Mais même si ce n'est pas le cas, parce que je crains que de telles attitudes cruelles envers les personnes handicapées ne signifient quelque chose de beaucoup plus grand sur le caractère d'une personne. Et je me demande aussi si je ne suis pas une complète idiote de même de m'inquiéter pour elle. Naviguer dans la vie familiale peut être incroyablement ardu, surtout lorsque des obstacles imprévus se dressent. Aujourd'hui, nous explorons une situation que de nombreux couples rencontrent, la présentation de dynamiques familiales complexes et de ruptures de communication, en particulier lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins uniques d'un enfant. Plongeons au cœur d'une histoire, offrant ainsi une certaine perspective et des pistes potentielles de guérison et d'épanouissement. Tout a commencé discrètement. Avant le diagnostic officiel, il y a eu des changements. Il a commencé à se replier sur lui-même et malheureusement, sa consommation d'alcool a augmenté.
Notre fille, qui a maintenant 3 ans, est un enfant véritablement rayonnant et joyeux, embrassant la vie avec une belle individualité. Cependant, elle communique très peu et nécessite un soutien considérable. Nous avons été évalués au niveau 2 sur l'échelle du développement, ce qui signifie que ses besoins sont importants et demandent une compréhension et une prise en charge constante. J'ai tenté de discuter de ses préoccupations avec lui, mais il a eu du mal à les reconnaître et il n'a pas semblé être lui-même. Il était autrefois mon pilier, mon meilleur ami. Cependant, il y a eu une période difficile, où honnêtement, je ne pouvais pas compter sur lui pour prendre correctement soin de notre fille. Il y a eu des cas où elle s'est éloignée sans surveillance pendant que j'étais au travail, ce qui a entraîné une visite à domicile des services de protection de l'enfance. C'était une période très inquiétante et cela a mis en lumière un manque de concentration préoccupant. Je suis également préoccupé par ces schémas de consommation accrue d'alcool et certaines décisions financières imprudentes qui mettent à rude épreuve la stabilité de notre famille. Bien que le divorce ne soit pas quelque chose que je désire, je suis sincèrement incertaine de la manière de combler cet écart et de reconstruire la confiance. Comment naviguer dans ces eaux tumultueuses, en particulier lorsqu'un jeune enfant est si dépendant d'un foyer stable et aimant ? Pour comprendre pleinement la situation, il est important de se souvenir de l'histoire. Mon mari et moi étions amis pendant toute la durée du lycée, un lien qui s'est naturellement transformé en relation amoureuse. Lorsque j'étais enceinte de notre fils, qui a maintenant 8 ans, de manière inattendue, cela a semblé être l'étape logique et affectueuse pour construire une vie ensemble par le mariage. Pendant des années, nous avons construit des bases solides. Il est incroyablement décourageant de voir cette fondation menacée maintenant. Il s'agit d'une situation enracinée dans l'amour et une histoire partagée. C'est un rappel que même les relations les plus solides peuvent rencontrer des difficultés imprévues. Elle exige une communication ouverte, une volonté de reconnaître les défis et un engagement à prioriser le bien-être de toute la famille, particulièrement les enfants. Bien que la thérapie ait été tentée, peut-être qu'un regard neuf, peut-être en explorant une thérapie de couple axée sur des stratégies de coparentage ou en recherchant le soutien d'un thérapeute familial, pourrait offrir de nouveaux outils de communication et de compréhension. Se concentrer sur la résolution collaborative des problèmes et les objectifs communs, la santé et le bonheur de nos enfants est primordial. C'est un voyage, et avec dédication et effort, il est possible de trouver une voie à suivre. Discutons-en dans les commentaires. Quels conseils donneriez-vous à ce couple pour l'aider à relever ces défis complexes ? Actuellement, nous, moi-même, Marie, marié depuis 4 ans, il est originaire d'un autre pays et 2 jeunes enfants de moins de 4 ans, vivons avec mon père après le décès de ma mère au début de l'année. Mon mari devient de plus en plus irritable parce que j'insiste pour demander la permission de mon père pour certaines choses. Dans ce cas, ma belle-mère s'est invitée avec ma belle-sœur pour Noël sans demander, bien que ce soit le premier sans ma main. J'ai demandé à papa s'il serait d'accord avec cela et il a d'abord parti y réfléchir. Mon mari a mal réagi et maintenant papa a dit que ça aurait été un oui si mon mari n'avait pas réagi de la manière dont il l'a fait. Pour être honnête, je ne veux pas vraiment d'invités et ils ont tous tendance à parler leur langue maternelle et à nous ignorer quand ils sont là, donc je ne veux vraiment pas dealer avec ça. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que mon mari se plaint normalement de sa mère qui fait ça, mais il prend son parti précisément parce que j'ai demandé à mon père à ce sujet. Mon mari propose maintenant de passer du temps avec sa mère pour dissiper le malaise. Elle habite à 4 heures de route, donc ce n'est pas facilement accessible. À l'origine, il voulait emmener l'aîné avec lui, le préféré de la belle-mère, pendant quelques mois, mais je lui ai dit que de toute façon il ne le ferait pas et qu'ils resteraient tous les deux avec moi. Son prochain plan était d'emmener l'aîné voir sa mère le jour de Noël, mais j'ai dit non. Maintenant, il propose le lendemain de Noël, ce qui me convient. Je ne suis toujours pas sûr s'il prévoit d'aller séjourner chez elle un certain temps tout seul. Il n'y a personne d'autre pour surveiller papa puisque je suis enfant unique. Je suis actuellement mère à temps plein, donc je ne peux pas subvenir à mes besoins pour le moment. Je me recycle puisque ma dernière carrière n'était pas adaptée à la vie de famille. Et le coût de la vie près de mon père signifie que nous ne pouvons pas nous permettre de louer à proximité pour essayer de soulager la tension. Papa ne veut pas non plus quitter la région où il a toujours vécu. Il est en bonne forme physique, mais semble avoir un petit problème mental qui pourrait être dû au chagrin autant qu'à l'âge. Oubliant facilement et étant parfois méfiant envers les autres, y compris moi, ce genre de choses. Dans les circonstances actuelles, je ne peux pas le blâmer, malgré le fait que je ne cache rien du tout. Donc, il semble que le choix se situe entre mon mari et mon père. En résumé, papa a accepté de laisser ma famille rester dans sa maison pour l'aider à régler les choses lors du décès de maman. Mon mari a également accepté cela jusqu'à 20h30. Maintenant, il y a des désaccords et j'ai l'impression de devoir choisir entre rester avec mon père et être parent célibataire ou laisser mon père seul pour rendre mon mari heureux.
Comme cela a été demandé plusieurs fois, la date limite de 20 ans 30 a été fixée par mon mari car il veut que nous nous installions dans son pays d'origine où le coût de la vie est moindre. Cependant, il partage une frontière avec la Russie. Donc son idée était de constituer une épargne tout en restant chez mon père, de permettre d'aider mon père et d'attendre de voir comment évolue la situation politique. En ce qui concerne la demande de la permission de mon père, je ne demande pas la permission pour tout, seulement pour des choses comme les visiteurs qui restent pour la nuit, l'achat de choses pour la maison, un climatiseur, un lave-vaisselle, des choses importantes. Nous restons dans sa maison et ne couvrons que le coût de la nourriture. Tout ce qui affecte considérablement mon père ou la maison, il me semble respectueux de lui demander s'il est d'accord. Je suis enceinte de 36 semaines et mon mari se comporte de manière très étrange depuis quelques mois. Nous avons toujours eu une organisation très traditionnelle où je cuisinais, nettoyais et gérais essentiellement tout. Ça ne me dérangeait pas avant. J'aime actuellement être une épouse plus traditionnelle, mais maintenant que je ne peux plus faire autant physiquement, il a commencé à agir de manière étrangement impuissante. Ce qui me dérange, c'est à quel point cela est sélectif. Par exemple, quand il est à la maison avec moi, il agit comme s'il était faible, épuisé et ne peut pas faire des choses basiques comme ouvrir des bouteilles d'eau ou se servir un verre d'eau ou faire des tâches ménagères très basiques comme sortir le sac poubelle de la poubelle ou ranger la vaisselle, etc. sans mon aide. Je fais encore 90% du nettoyage moi-même. Il reste allongé en faisant des grimaces dramatiques de malade, mais si un ami l'appelle, il a soudain l'air normal et plein d'énergie. S'il a une sortie de pêche, il se réveille avant le lever du soleil, plein d'énergie et peut soudain savoir comment planifier tout un voyage, préparer tout son équipement, etc. Il est juste parti pour un petit voyage à l'extérieur de l'État pour voir son frère et ne s'est pas plaint une seule fois de se sentir malade ou impuissant et a eu des journées remplies d'activités amusantes. La partie la plus difficile est que, lorsqu'il était parti, j'ai ressenti beaucoup de paix. La maison est restée propre, je n'ai pas eu besoin de ramasser constamment des désordres ou franchement, partager l'espace avec quelqu'un qui feint clairement d'être malade et au bord de la mort et ayant besoin d'être dorloté. Cela m'a honnêtement semblé être une pause. Pour clarifier, au début j'étais vraiment inquiète pour ses plaintes médicales, mais j'ai rapidement remarqué un schéma chez lui ayant une préoccupation médicale sérieuse, dont il panique et agit légitimement comme s'il était au bord de la mort, puis obtient chaque imagerie, analyse de laboratoire et consultation possible, tout revenant normal, et se fait prescrire des médicaments ou des traitements pour ses symptômes, puis il agira comme si tout allait bien, n'essaiera jamais le traitement ou les médicaments et passera à un nouveau problème. Je commence à lui en vouloir. Je pense qu'il panique à l'idée de perdre la dynamique où je m'occupe de lui et s'y accroche maintenant que je suis enceinte et ne peut plus faire tout. Spécialement maintenant qu'un bébé arrive très bientôt qui aura toute mon attention. J'apprécierais en particulier entendre des papas pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé à comprendre ce dont votre partenaire avait besoin pendant la grossesse et comment vous adapter? En résumé, j'ai 36 semaines de grossesse et mon mari agit soudainement impuissant, malade et incapable uniquement quand il est avec moi, mais totalement normal et énergique avec des amis ou en voyage sans moi. Il pique aussi des colères pour des tâches basiques même s'il en est totalement capable. Je me sentais paisible pendant qu'il était parti et maintenant je commence à lui en vouloir. Je recherche des conseils, en particulier des papas pour la première fois, sur comment lui parler de prendre ses responsabilités. Moi, une femme de 29 ans, je suis en couple depuis 1 an avec quelqu'un qui a 30 ans. Il est très fusionnel avec ses parents narcissiques, âgés de 70 ans et de 72 ans. Notre relation est merveilleuse, mais elle a été un enfer absolu à cause de ses parents, au point où j'ai dû établir des limites et rompre tout contact avec eux. Il estime qu'il ne peut pas faire cela, il dit souvent « ils sont tout ce que j'ai » parce qu'il est enfant unique. C'est un enfant unique et je suis sa première relation sérieuse, où nous vivons ensemble, où nous planifions un avenir et où nous envisageons sérieusement de nous marier un jour. On dirait que ses parents m'ont toujours détesté pour cela et m'ont toujours vu comme quelqu'un qui leur prend leur fils. Ses parents exercent des abus financiers, verbaux et manipulent fortement mon partenaire. Il est pour ainsi dire leur serviteur. Ils ont pris une série de mauvaises décisions financières, dépensant excessivement, faisant des voyages de luxe, achetant des vêtements, dépensant au-delà de leurs moyens, achetant des logements coûteux qu'ils n'ont pas les moyens de payer, et ainsi de suite. Ils nous disent toujours « nous méritons de profiter de la vie ». Ils sont dans une situation financière vraiment difficile à leurs 70 ans, et c'est très dur pour mon partenaire. Ses parents sont désespérés et se trouvent pratiquement en mode survie maintenant. Ils lui font du chantage émotionnel et sont carrément méchants à ce sujet, lui disant essentiellement que c'est de sa faute, et lui faisant constamment du chantage émotionnel pour qu'il fasse des choses pour eux, pour le soutenir financièrement, et ainsi de suite. Mon partenaire a déjà renoncé à la maison qu'il possédait pour qu'il puisse y vivre à faible coût, et je sens qu'ils sont toujours prioritaires. Nous payons maintenant 3 200 $ de loyer ensemble, et bien que nous puissions nous le permettre, nous devons constamment nous mettre mal à l'aise pour ses parents, où ils font une crise de colère. Nous avons dû ajuster bon nombre de nos objectifs financiers pour tenir compte des mauvaises décisions de vie de ses parents. Cela m'affectait directement maintenant, parfois je pense qu'il est temps de partir.
Les parents de mon partenaire auront toujours une influence sur notre relation tant qu'ils seront en vie, et cela ne fera qu'empirer avec l'âge. Il commence à voir à quel point ses parents sont, plus il interagit avec mon équilibre familial sain. Et le ressentiment de ses parents envers moi a atteint un point où j'ai dû les sortir de ma vie. Ils essaient de créer une distance entre nous, cependant je sais qu'ils auront toujours une incidence sur notre relation car ce sont ses parents, même si je n'ai aucun contact avec eux. De plus, leur programmation est profondément ancrée bien sûr sur de nombreuses années. Auriez-vous des conseils à me donner s'il vous plaît? En résumé, les parents de mon petit ami sont très difficiles et l'utilisent pour tout, mais ne le traitent pas bien et ne me traitent pas bien non plus, au point que je les ai complètement exclus de ma vie. Je sens que cela ne s'améliorera jamais.